Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. Bon, vous voyez ce gars qui est interviewé par la chaîne WGXA, bon, c'est une chaîne américaine, hein. Eh bien c'est en 2011 et lui c'est Stephen McDaniel. Et il est interrogé en fait par une journaliste au sujet de la disparition d'une jeune fille du nom de Lauren Giddins. Et Stephen là en fait fait partie des amis et des proches qui sont venus aider la police à retrouver Lauren, qui a disparu depuis déjà 48 heures. Et à la journaliste qui l'interroge, eh bien il explique qu'il pense que Lauren a dû se faire agresser et enlever alors qu'elle faisait son footing. We don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Et en fait, Lauren, c'est sa voisine, il vit dans la même résidence étudiante qu'elle, et la dernière fois qu'il l'a vue, eh bien elle partait justement faire son jogging pendant qu'il rentrait chez lui. Mais là, soudain, vous voyez, mais le visage de Stephen McDaniel se ferme totalement. En fait, ses yeux trahissent une certaine panique dans son regard. Et pour cause, parce que la journaliste l'interroge sur des restes de corps humains que les policiers viennent de retrouver dans une poubelle du parking de sa résidence. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? À ce moment précis, Stephen ne parvient plus à parler, il semble vraiment sous le choc, c'est ce qu'on croit en tout cas. Et là, il indique à la journaliste qu'il se sent pas bien et qu'il doit faire une pause dans l'interview. Pour l'instant, normal, on va dire. Il s'assoit alors par terre, complètement sonné. Sauf qu'en fait, celui qui se présente comme un ami et voisin de Lauren, donc lui-même, est peut-être en train de réaliser qu'il est à cet instant en train de vivre ses dernières minutes de liberté. Car en réalité, le torse retrouvé dans une poubelle par les policiers est bel et bien celui de Lauren. Et c'est Stephen lui-même qui l'a assassiné et démembré. Et nous allons découvrir que derrière ce visage d'un mec un peu paumé se cache en réalité un meurtrier cruel, passionné de violence extrême et bourré de vices. Niveau contexte, faut savoir, mais Lauren Giddins, elle est née le 18 avril 1984 dans le Maryland. Son parcours est celui d'une jeune fille modèle, plutôt sage, qui passe son temps à étudier, lire à la bibliothèque ou même aller à la messe le dimanche. Et c'est en 2008 qu'elle emménage à Macon, en Géorgie, pour faire des études de droit dans le but de devenir défenseur des droits. Ça a l'air sympa. Voilà. Elle vit alors dans une résidence étudiante, juste en face de l'université de Mercer, où elle prépare son doctorat. Ceux qui la connaissaient la décrivent comme une personne toujours active, partante pour plein d'activités, très avenante et amicale avec tout le monde. Sur ces images-là d'ailleurs que vous voyez, on la voit toute joviale faire un discours pour le mariage de sa petite sœur. Alors bon, dans son petit appartement, elle bosse beaucoup et puis elle passe ses soirées à potasser. Et quand elle sort de chez elle, c'est pour boire des verres avec ses amis ou faire son footing. Et là, dès son arrivée à Macon en 2008, elle fait la rencontre de son voisin et camarade de classe, Stephen McDaniel. Elle essaie tout naturellement de faire connaissance avec lui, mais très vite, elle s'aperçoit quand même que ce mec est quand même chelou, quoi. Stephen est quelqu'un de solitaire qui parle de choses bizarres tout le temps. Par exemple, d'anciens étudiants l'auraient même entendu débattre sur le meilleur moyen de tuer quelqu'un et le fait de faire disparaître son corps. Sans surprise, il a très peu d'amis à la fac et les gens le trouvent super cringe comme mec. En fait, il suffit de voir cette vidéo tournée dans son appartement pour s'en rendre un petit peu compte, quoi, quand même. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même pas mal le bordel. Il n'y a pas beaucoup de décoration, quoi. Il y a juste de la bouffe stockée, des vêtements sales, des canettes de boissons énergisantes. Là, tout est à l'image de Stephen, un célibataire sans amis, qui vit un peu reclus chez lui, en passant ses soirées à bosser ou à traîner sur son ordi, quoi. En fait, le seul endroit où il est très actif, ce sont sur des forums où ça parle de torture, quoi, ou alors sur des sites porno violents, quoi. Et donc, en fait, l'une des rares personnes qu'il croise dans la vraie vie et avec qui il peut discuter, c'est justement Lauren, qui habite juste à côté. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares filles et êtres humains, globalement, en fait, à essayer d'être sympa avec lui. Sauf que lui, il va se mettre à la kiffer un peu trop. Et il va alors passer son temps à la stalker sur les réseaux sociaux. Et alors, il ne manque pas une occasion d'essayer de lui parler quand il la croise à la fac. Il ira même jusqu'à tenter de l'inviter à un date, ce qu'elle va refuser quand même poliment, car en fait, à ce moment-là, elle était dans une relation longue distance avec un certain David. Et surtout, même si elle n'était pas dans une relation, honnêtement, elle le trouvait quand même, ce Stephen, vraiment bizarre. Sauf que lui, il n'accepte pas que Lauren le rejette. Il veut alors s'immiscer dans sa vie par tous les moyens. Et il va alors franchir des limites qu'on ne franchit pas et il va se mettre à la stalker IRL, donc dans la vraie vie. Alors bon, vous voyez, c'est quand même un peu bizarre, même beaucoup, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi. Le mec est quand même allé jusqu'à filmer l'intérieur de son appart à travers sa fenêtre. D'ailleurs, le plus troublant, c'est que cette vidéo, elle a été tournée le 25 juin 2011, donc la veille de la disparition de Lauren.
Et c'est d'ailleurs ce même soir que Lauren aurait envoyé un mail à son copain David pour lui faire part d'un mauvais pressentiment. En fait, elle lui dit qu'elle se sent mal à l'aise chez elle, comme si quelqu'un avait pénétré dans son appart pendant son absence. Et elle ressent d'ailleurs une sorte de présence qui l'oppresse. Et donc, David, son copain, qui est alors en déplacement pour un tournoi de golf, il essaie de la rassurer en lui disant qu'elle doit être un peu fatiguée à force de réviser, notamment tard le soir, et qu'elle se fait sans doute des films. Hélas, il est loin de se douter que Lauren avait bien raison de s'inquiéter. Bon, nous sommes maintenant la matinée du 29 juin 2011 et là, Ashley, donc une amie de Lauren, débarque chez elle. Là, sa voiture est garée devant la résidence, la porte de son appartement est fermée à clé et voilà environ 2 jours que ses proches n'ont pas de nouvelles de Lauren. Et c'est alors sa sœur qui a demandé à Ashley de se rendre chez elle pour vérifier si tout va bien quoi. Et là, en effet, sa sœur s'étonne que Lauren ne lui réponde pas alors qu'elle lui a envoyé des photos de sa lune de miel. Comme elle possède un double des clés, Ashley décide alors d'entrer dans l'appartement de Lauren. Et là, elle le constate, mais Lauren n'est pas là. Mais toutes ses affaires, elles sont toujours présentes, éparpillées un peu partout. Ashley fouille un peu tout ça, elle regarde, elle va pas paniquer tout de suite, car elle sait quand même que Lauren avait prévu de déménager et son appart était peut-être juste un peu en bordel à cause de ça. Quand même, à un moment, ce qui lui fait comprendre qu'il y a un truc qui cloche vraiment, eh bien, c'est qu'elle tombe sur son smartphone et son ordi posé sur le lit, alors que, très clairement, Lauren les garde toujours avec elle. Là, rapidement, la police est appelée par Ashley et d'autres amis de Lauren, pendant que sa famille se précipite pour faire la route jusqu'à sa résidence. Et comme vous le voyez là, ce sont quelques images de l'appartement de Lauren qui ont été prises par la police à leur arrivée. Bon là, premier constat, mais il n'y a pas de traces d'effraction, pas de traces de sang dans tout l'appart. Donc clairement, la disparition de Lauren semble vraiment mystérieuse. Mais il y a quand même un élément qui va tout faire basculer dans l'horreur. Parce qu'en fait, grâce à des lampes ultraviolettes et un produit appelé luminol, eh bien, les enquêteurs relèvent des traces de sang partout dans la baignoire. À partir de là, tout s'accélère. Les policiers sentent venir le drame. Lauren Diggins semble avoir été assassinée. Là, les recherches s'intensifient et les enquêteurs ont du pif, car ils tombent très vite sur quelque chose d'horrible qui va confirmer leur pressentiment. Là, les policiers arrivent alors à pister une odeur suspecte jusqu'aux poubelles du parking, donc de la résidence où vit Lauren. Et c'est alors là que se produit l'horreur. Les policiers découvrent ce qui s'avère être son torse dans un sac en plastique. Petit flashback, puisque nous voilà revenus au moment où on avait vu, vous savez, Stephen McDaniel qui apprend cette terrible nouvelle alors qu'il est interviewé par la télévision locale. Bon, vous vous souvenez de son air effrayé, de son regard vide, où il a l'air sous le choc en apprenant la nouvelle. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Sauf que non, en réalité, il n'est pas sous le choc. Non, là, à ce moment-là, il est en train de paniquer. Et en vrai, il y a de quoi paniquer, parce qu'il sait que c'est lui qui a placé le torse de Lauren dans cette poubelle. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Et forcément, comme il est le voisin de Lauren, les policiers décident de fouiller son appart. Et ce qu'ils découvrent est alors incroyable. C'est comme si Stephen avait fait exprès de laisser toutes les preuves qui pouvaient conduire à le faire accuser du meurtre de Lauren. Alors bon, comme vous le voyez, mais déjà on trouve des choses un peu louches. 3 armes à feu, des couteaux et même des épées. Mais encore plus surprenant que ça, puisque lorsqu'il est interrogé sur les préservatifs retrouvés dans ses tiroirs, eh bien Stephen confesse les avoir volés dans les appartements voisins. Et c'est là que ça fait tilt auprès des policiers. En fait, il réalise que le gars possède des clés qui lui donnent accès à toute la résidence. Mais c'est pas tout, il trouve aussi des preuves encore plus accablantes. Il tombe ainsi sur un emballage d'une scie achetée récemment. Et comme par hasard, eh bien, il correspond à une scie retrouvée dans le local de maintenance de la résidence peu de temps après. Et là, il sera impossible de nier pour Stephen, car il a été filmé par une caméra de surveillance, le montrant dans un magasin de bricolage en train d'acheter la scie en question. Mais pendant ce temps-là, alors que les preuves s'accumulent, eh bien Stephen McDaniel est interrogé par 2 enquêteurs de la police. All right. I just gotta ask you a few more questions. Bon, là, l'interrogatoire de Stephen dure pendant des heures entières. Et pendant toute la durée, Stephen demeure presque immobile, le regard vide, comme un robot. Les images en accéléré, c'est quand même saisissant, quoi. What I want you to do, I'm going to ask you this question. I want you to describe to me how you feel right now. You don't know how to answer that with a yes or no, do you? I don't know what's going on.
Pourtant, au fil du temps, les enquêteurs sont informés de ce qui est retrouvé chez lui. Et là, il n'y a plus de doute, parmi les preuves, eh bien les policiers tombent sur des sous-vêtements qui se sont avérés plus tard être ceux de Lauren. Mais pire que ça, ils découvrent plein de vidéos tournées par McDaniel lorsqu'il stalkait Lauren, et ces vidéos étaient stockées sur des cartes mémoire et dans son ordi. Et là, en fouillant dans son historique de navigation, les policiers ont vu qu'il n'arrêtait pas de stalker Lauren en vrai et sur les réseaux sociaux. Clairement, ça sent très mauvais pour lui. D'ailleurs, il a même fait des recherches pour connaître les horaires de ramassage des ordures. Et pendant tout ce temps-là, face aux enquêteurs qui l'interrogent, Stephen McDaniel continue de le nier. En fait, il n'arrête pas de répéter un truc, je ne sais pas, un peu comme un robot. Just tell me what happened, brother. I don't know. Well, where's she at? I need you. I'm asking you for your help. I'm a detective, and I'm asking you for your help. Bon alors, au départ, le premier enquêteur qui l'interroge, il va un petit peu mollo pour essayer de mettre Stephen en confiance. Il lui demande ce qui ne va pas, pourquoi il semble être effrayé, ce qui peut l'affecter au point de répondre « je sais pas ». I'm asking you, as a friend, for help. Can you help me? I don't know. What do you mean you don't know? You can't help a friend out? I don't know what you need. I need to know where Lauren's at. I don't know. En fait, il veut savoir s'il a peur que le corps retrouvé dans la poubelle soit bien celui de Lauren. Et en fait, là, le but, c'est de l'inviter à craquer en jouant sur ses sentiments, en lui faisant croire qu'il est dans la compassion vis-à-vis de ce qu'il peut ressentir. Earlier today, we sat here and talked. But now you're acting like you don't know what's going on. Did something happen or something to you? Why are you shutting down? Why are you not talking to me? I don't know. You don't know? Are you scared? No. Are you sad that something happened to Lauren? If that's her in that trash can? Yes. Puis, à un moment, l'enquêteur change de stratégie et monte en pression. Et il lui rappelle alors le fameux moment où il a paniqué en direct à la télévision. You sure stood out there and ran your mouth to the news media. But now you're gonna get out here and you don't fucking know. Do you need to see what you told the media today? Yes. It was on the 11 o'clock news. Well, I'm asking you. Tell me. I want to know. I don't know where she is. That ain't what you told the media. You didn't stand in front of that camera and say, I don't know. I don't know. I don't know. Et malgré tout ça, Stephen continue de faire la même chose, de nier et de dire « je ne sais pas ». Mais bon, le problème c'est qu'à ce moment-là, les enquêteurs savent que les preuves s'accumulent contre lui. Mais ils peuvent pas non plus le forcer à avouer pour autant. Donc ils sont un peu bloqués. L'un des enquêteurs va même jusqu'à demander à Stephen de lui montrer à nouveau des égratignures qu'ils ont remarquées sur son torse. Show me that scratch again that you showed me earlier. That was it what did you say happened there? I think I scratched myself in my sleep. Sauf que bon, pour l'enquêteur, c'est clair que ces traces-là, ce sont des griffures faites par la main de Lauren. Bon là, un autre enquêteur essaie de retenter la compassion, et il se met alors à la place de Stephen. Il essaie de comprendre qu'il puisse être tellement rongé par la culpabilité qu'il n'ose pas avouer. On peut se dire, ah ouais, ça c'est bien, ça va marcher, sauf que pas du tout. Ça n'a aucun effet sur Stephen McDaniel. Me and you both know it's no different than when you was a little kid, right? And you reached in that cookie jar and you got caught after your mama told you not to get that cookie. When she was, did you get a cookie? No. And whenever you tell a lie, you feel bad about it right then. One, with every lie, there's a chance you're gonna get caught. And that weighs on you, because you know you did something bad. Am I right? I didn't do it. You didn't take the cookie? No. I didn't do anything. What'd you do to Lauren? I didn't do anything. À partir de là, l'enquêteur essaie alors de le pousser dans ses contradictions. When was the last time you saw Lauren? 2 or 3 weeks ago. Have you been on vacation for the last couple of weeks? No. You been home every night? Yes. Has she been at home every night? I don't know. Has she been on vacation? I think she was away for a while. How long? I don't know. Were you looking for her? No. Let me tell you, even if I didn't talk to my neighbors, I know if my neighbors have been in and out. I hear them come in, I hear them go out. I see them when they walk by my window. I've lived in apartments most of my life. So the fact that you haven't seen her in 2 or 3 weeks, that's just odd to me. I'm gonna be honest, it makes me feel like you're not being honest with me, Stephen.
Là, l'enquêteur lui avoue qu'il est allé parler à des camarades de classe avant ça et que tous décrivent Stephen comme quelqu'un d'assez bavard aimant donner son avis sur tout. Et c'est quand même bizarre parce que c'est en totale contradiction avec l'image qu'il donne là, donc de quelqu'un de fermé, de silencieux et qui n'a qu'un mot à la bouche, je ne sais pas. Sauf que, vous vous imaginez, qu'est-ce que va répondre Stephen à ça? I don't know. Là, l'enquêteur commence un petit peu à être un peu saoulé, on va dire. Il va se mettre à bluffer pour lui faire croire qu'il est sur le point d'avoir suffisamment de preuves pour l'inculper. Et donc qu'il ne peut plus échapper à la prison et qu'il a alors juste besoin d'avouer. What if I said I could prove that you did? I don't know. Today you told an investigator that you were worried about us possibly finding blood in your apartment. I don't remember. There's blood in your apartment, Stephen. You didn't get it all up. You scrubbed and you wiped. But we can tell that. Don't you wipe CSI? Yeah, we know it. Why is there blood in your bathroom? I don't know. Yes, you do know. Why, Stephen? Hélas, ça ne changera rien et Stephen continuera à dire « je ne sais pas ». Mais bon, même s'il ne fait que répéter « je ne sais pas », tout est joué pour lui. En fait, les policiers savent déjà quelle va être l'issue de l'enquête. Là, McDaniel a trop de preuves contre lui et il est clairement foutu. Et c'est ce que lui dit l'un des enquêteurs à la fin de l'interrogatoire. You're not gonna win. Too much evidence. En réalité, les enquêteurs n'ont en soi même pas besoin d'obtenir les aveux de Stephen McDaniel à ce moment-là. D'ailleurs, une preuve irréfutable et incroyable est découverte plus tard sur un forum. Parce que Stephen aurait posté un message où il aurait décrit le meurtre de Lorraine la veille de son interrogatoire. Accrochez-vous un petit peu parce que voilà ce qu'il a écrit. J'ai vu ma voisine camarade de classe rentrer chez elle tard. Je l'ai invitée à boire un dernier verre. Je lui ai préparé un cocktail nommé Mickey Finn, spécialement conçu pour faire perdre connaissance à quelqu'un. Je vais enfin perdre ma virginité. Oh non, mince. Elle a fait une overdose, elle est morte. J'ai fait un barbecue avec ses bras et ses jambes. Je suis pas très friand des organes. J'ai jeté son torse à la poubelle. Et là, vous vous dites, c'est un peu romancé, c'est sans doute un fake, mais en vrai, peut-être pas, puisque ça correspond à ce qu'il a raconté à son procès. Et justement, parlons-en, nous sommes maintenant en 2014, 3 ans se sont écoulés depuis qu'il a été interrogé par la police, et donc là, Stephen McDaniel se présente au tribunal pour son procès. Pendant ces 3 ans-là, évidemment, il était en prison, en attendant donc l'issue de tout ça. Comme vous le voyez, comme à son habitude, il a le regard vide. Sauf que cette fois-ci, son attitude n'est plus la même que pendant les interrogatoires. Ça y est, il parle enfin, et il avoue ce qu'il a fait. D'ailleurs, sur un document qu'il a signé de sa main, il raconte toute l'histoire. Il raconte que le soir du meurtre, il s'est rendu en pleine nuit dans l'appartement de Lorraine en utilisant sa clé passe-partout. Il était habillé tout en noir et il portait une cagoule et puis des gants. Il s'est alors mis à regarder Lorraine dormir, mais soudain, elle s'est réveillée en sursaut et lui, alors pris de panique, il s'est mis à se jeter sur elle, à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir, asphyxiée. Là, les derniers mots de Lorraine auraient été « Stephen, arrête, je t'en supplie ». Il a alors laissé son corps dans la baignoire toute la nuit et il est revenu le découper le lendemain au soir. Il a alors tout mis dans des sacs poubelles qu'il a ensuite jetés dans différentes bennes à ordures autour du campus de l'université. Et il a avoué avoir déposé le torse de la jeune fille dans la benne juste à côté de leur résidence. Car, normalement, le ramassage des ordures s'effectue plutôt à ce niveau. D'ailleurs, la légende veut que, bloqué par une voiture de police qui s'est mal garée le matin de la perquisition, le camion des éboueurs n'aurait pas pu vider la fameuse poubelle où se trouvait le torse de cette dernière. Ce qui fait que s'il n'avait pas pu retrouver le torse de Lorraine, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette interview à la télé. Et donc, peut-être que les policiers ne l'auraient pas suspecté et qu'il aurait pu s'en tirer. Car les policiers, c'est en voyant cette fameuse interview, en le voyant lui un peu trop paniqué, qu'ils se sont mis à avoir des doutes et à le suspecter. Quoi qu'il en soit, le procès se conclut sur une certitude. Stephen McDaniel plaide coupable des accusations de meurtre de Lorraine Giddins. Il est condamné alors à la prison à vie, mais nous, ce n'est pas la fin de cette histoire. Alors sur ces photos, on peut voir plusieurs personnes participer à une course à la mémoire de Lorraine Giddins. L'événement est organisé par l'association qui porte son nom et qui a été créée à la suite de son décès en 2011. Et chaque année, ses proches et leur soutien récoltent des dons en faveur des étudiants en droit de l'université de Mercer où elle étudiait. Mais en tout cas, vous le voyez sur les photos là, mais que tout le monde soit habillé en rose n'est pas anodin. En fait, c'était la couleur préférée de Lorraine et elle en portait tout le temps. Et selon ses proches, c'était ce qui résumait le plus sa personnalité, la joie de vivre et la volonté de mettre de la couleur dans la vie des gens. She's indescribable, really, because she made you feel just so loved. She embraced the hospitality. Nobody's a stranger. Let me make you part of my family. That's how Lauren was. She lived her life to the fullest every day. She would have been an excellent lawyer.
Et là, nous, avant de refermer l'histoire de Lauren Higgins, faut quand même préciser certaines petites choses sur son meurtrier. Car, si on garde quand même l'image d'un gars complètement paumé, un peu dépassé par les événements, qui aurait commis un meurtre sous l'effet de la panique, eh bien, on se trompe complètement. Parce que dites-vous bien que 4 ans après son procès, où il a plaidé coupable, eh bien, Stephen est revenu sur sa décision et il a décidé de faire appel de son jugement. Et il veut désormais qu'il y ait un nouveau procès. Et, on lui dit OK, et il va alors se présenter en 2018, seul, face au juge, sans avocat. Et là, il dit que les policiers l'ont forcé à avouer et que son avocat l'avait mal défendu. Et ça a allé même au point que le père de Stephen McDaniel crée une cagnotte en ligne pour l'aider à financer ses frais d'avocat. Sauf que, du coup, la cagnotte a été interdite et il a dû se défendre tout seul. Et donc là-bas, face à la barre, Stephen avance des arguments qui tiennent pas la route. Et il demande à son ancien avocat de témoigner, sauf que ça va se retourner contre lui car ce dernier va rappeler les confessions accablantes de son ex-client. That up until the last couple of weeks of your case, I was strongly in your corner. But the graphic, specific, detailed confession that you made to Frank Hogan, in which you went into terrific detail about how you killed Lauren Giddens, how you went about decapitating her, carving of her body, how you even sat down and cut off every finger and thumb and appendage on her hands and threw them all in the toilet and flushed it at one time. And then combine that with the searches on the internet, the fact that you had done searches about having sex with dead people, things of that nature. All of that combined to a heavy evidentiary problem in your case. On top of that, you possess the most horrific child porn photos I've ever seen. And I've been practicing law for 33 years. Faut le savoir, mais la justice américaine est un petit peu bizarre. Mais en gros, Stephen McDaniel a passé un deal lors de son procès en 2014. Parce qu'en échange de ses confessions et de son aveu, ils ont retiré du dossier les accusations de vol dans la résidence universitaire et la détention de contenu pédopornographique. Et là, peut-être le comble de l'histoire, c'est que ce sont les avocats de Lauren qui lui ont évité la peine de mort. Car il se trouve que la victime, Lauren, y était farouchement opposée. En fait, ils n'ont fait que respecter sa volonté. Mais même aujourd'hui, les enquêteurs, comme les proches de Lauren, continuent d'avoir des doutes sur ce qu'a pu raconter Stephen McDaniel lors de ses aveux. Truly don't believe that we know what happened to her. Obviously we know that she died, but we don't truly believe anything that Stephen McDaniel has said. I just don't think he's an honest person, and I think he could make up a million stories. He has a very vivid imagination. Et du côté de Stephen McDaniel, l'histoire ne semble pas non plus être totalement terminée. Parce qu'après sa demande d'un nouveau jugement, qui a été donc refusé en 2018, il a renouvelé la chose en 2022. Et là, de nouveau, on lui a dit c'est mort, il n'y aura pas de nouveau jugement. Et donc encore aujourd'hui, il croupit dans la prison de Hancock, en Géorgie. D'ailleurs, sachez qu'en 2041, il aura le droit de faire une demande de liberté conditionnelle. Voilà pour l'histoire de ce stalker. Alors la réaction de Stephen McDaniel lors de son interview montre bien qu'en une fraction de seconde, il a quand même clairement réalisé toutes les choses monstrueuses qu'il a faites et qu'il allait clairement finir sa vie en tôle. J'espère en tout cas, vous avez vraiment apprécié ce nouveau format, un peu plus plongé dans le réel, du coup, heure après heure parfois. N'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire. Si vous avez des suggestions, d'autres trucs qui vous viennent en tête, vous pouvez les dire. Bref, d'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine histoire bien sombre. Bonne nuit.